Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Inès Mainfray. Bonjour et bienvenue dans l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Inès Mainfray. Bonjour Inès. Bonjour. Alors tu t'intéresses aux carreaux de céramique. Oui, c'est ça. Tu avais fait des études de design en France, c'est ça ? Oui, j'ai fait un DNMAD, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design à l'école Boulle à Paris, en design produit, mention innovation sociale, pendant 3 ans. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Tu faisais quoi pendant ces études ? On avait des projets en partenariat avec des entreprises, par exemple Orange ou la mairie de Paris, et on produisait des projets axés sur l'innovation sociale, donc au service des gens. D'accord. Et avec ça, qu'est-ce qui t'a amené à Taïwan du coup pour poursuivre un petit peu donc, des recherches, c'est ça ? Donc moi je m'intéressais aux questions d'artisanat dans le design produit et je me suis orientée après par l'ENS. J'ai fait un master de recherche en design à l'ENS qui incluait une année à l'étranger après le master 2 et donc c'est pour ça que je suis venue à Taïwan parce que j'ai commencé pendant mon diplôme de master 2 à travailler sur les carreaux céramiques en France et ça m'a intéressée de voir ce qui se passait aussi en Asie parce que c'est là que se trouvent les grosses productions et en France, je m'étais rendue dans des structures de production. Et donc, ça m'intéressait aussi de voir à plus grande échelle qu'est-ce que ça donne. Et en Asie, c'était là où tout est produit massivement. Donc, c'est pour ça que je suis venue à Taïwan. D'accord. Donc, quand tu parles de carreaux de céramique, ce sont, ce que tu disais tout à l'heure hors micro, les carreaux qu'on trouve surtout dans la salle de bain, Oui, c'est ça. dans la en cuisine, France, oui. en Ouais. France. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à Taïwan ? Est-ce que les carreaux sont différents ? Oui, alors en France, comme tu disais, les carreaux sont souvent utilisés pour la technique ou pour leur esthétique, avec des émaux. Donc les émaux, c'est les composants vitreux qui sont sur les carreaux pour les protéger de l'eau, par exemple. Donc en France, on a ce rôle technique des carreaux, là où à Taïwan, il y a un rôle esthétique, symbolique, rituel, même selon où ils sont placés, ils ont une signification différente. Les gens s'y réfèrent comme des supports de lecture. Et donc moi, ça m'intéressait aussi de sortir un peu aussi de mon regard de designer occidental, de chercheur occidental, pour me confronter à d'autres façons de penser l'objet technique. Quels motifs on peut trouver sur les carreaux de céramique à Taïwan ? Alors, il y a plusieurs types de motifs. Déjà, il y a des carreaux juste avec des animaux, qui peuvent être symboliques ou non. On peut trouver des dragons, des grues, par exemple, des cerfs, qui ont tous un symbole selon où ils sont placés. Par exemple, s'ils sont placés sur des tombes, ça invoque une symbolique aussi liée au sacré, au défunt. Il y a aussi des carreaux, par exemple, de la piété filiale, qui sont 24 histoires pour se souvenir des ancêtres. Et donc, par exemple, les carreaux, on les retrouve partout, que ce soit dans la ville, sur des temples, sur des tombes, sur des vieilles maisons aussi. Et par exemple, sur des autels des ancêtres, souvent, ils sont placés au-dessus des portes pour rentrer dans les autels, pour indiquer aux vivants de prendre soin des défunts et de leurs ancêtres. Et donc c'est sous forme d'histoires qui veulent toutes dire quelque chose de différent. Oui, c'est par exemple quelqu'un qui avait coupé un bout de sa cuisse pour nourrir Voilà. sa mère malade, ou Oui. ce sont des histoires de sacrifices d'enfants envers leurs Oui, parents, c'est ça. Ouais, ou ouais. de grande dévotion en tout Oui. cas. Donc c'est aussi très présent dans les écoles primaires par exemple, ou enfin, tous les niveaux d'ailleurs. Mais Oui. c'est... Et puis en plus, par exemple, on a vu, je suis allée à Penghu à l'archipel de Penghu pour la fête des ancêtres, où tous les hôtels des ancêtres sont ouverts. C'est le 21 décembre. Et on est tombé sur une famille où il y avait un hôtel des ancêtres rempli de carreaux de la piété filiale. Et justement, ils nous ont dit que pour eux, ils ont choisi les histoires en fonction de leurs ancêtres. Et que, vu que les carreaux sont placés vraiment au-dessus de l'entrée, à chaque fois qu'ils passent, ils se rappellent de leurs ancêtres. Et c'est aussi une façon pour eux de maintenir le souvenir aussi des personnes défuntes. Donc c'est assez intéressant. Et après, sinon, il y a aussi des carreaux décoratifs, esthétiques, les carreaux majoliques, qui sont avec des fleurs, souvent des motifs
juste décoratif, mais qui signifiait aussi un certain statut social, une forme de richesse. Et après, il y a aussi des scènes décoratives. Il y a plein de motifs différents. Et donc, ces carreaux décoratifs, par exemple, où est-ce qu'on va les retrouver à Taïwan? On les retrouve aussi partout. En fait, la spécificité des carreaux aussi à Taïwan comparé en France, il n'y a pas de découpage technique, on va dire, dans le sens où on peut aussi bien retrouver un carreau dans un mur sur une maison classique, mais aussi sur une vieille maison, sur une tombe, sur un temple. Donc ces carreaux majoliques, on les retrouve aussi partout. Après, on les retrouve spécifiquement sur les vieilles maisons, notamment à Penghu, parce que c'était une forme de statut social et de richesse qui permettait de montrer qu'on a de l'argent. Oui, c'est mis par exemple sur les murs extérieurs, Oui. entre les fenêtres, Oui. pour décorer Oui, la tout à maison, fait. c'est ça. Il y en a aussi à l'intérieur, mais ça, on le voit parce que les vieilles maisons à Penghu, elles sont délabrées, et donc quand on rentre, on peut voir aussi qu'il y en a parfois à l'intérieur, mais c'est surtout à l'extérieur Ouais. qu'on les trouve. Et du coup, tu t'es aussi intéressée au processus de fabrication, c'est Oui, ça? c'est ça. Je partais de l'hypothèse qu'en fait, la symbolique des carreaux, peut-être qu'elle se passait aussi en production, et pas uniquement en post-production. C'est-à-dire que j'avais envie de voir si est-ce que le carreau, sa signification, elle prend sens dès le process de production. Est-ce qu'il y a un soin particulier qui est instauré pour le carreau dès son processus de fabrication? Si c'est un carreau qui sera mis sur une tombe, par exemple, plutôt qu'un carreau décoratif Oui, c'est ça. sur une maison. Oui, Ouais. et puis j'avais aussi un peu envie de voir si est-ce que les industriels sont aussi au courant de ces symboliques-là? Est-ce qu'ils font attention au fait que ce soit un objet avec une forte symbolique auquel des gens vont s'y référer? J'avais envie de voir un peu quel rôle avait la production aussi dans cette symbolique et dans cette signification. Donc c'est pour ça que je me suis rendue dans des usines de production. Et donc là, tu es arrivée à Taïwan, ça fait déjà plusieurs mois. Oui, ouais, je suis arrivée en septembre. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup? Eh bien, que mon hypothèse n'était pas forcément bonne, mais ça sert à ça, les terrains. Je me suis rendu compte, après ça dépend aussi des contextes de production. J'avais fait un terrain à Inge dans une usine justement qui produit les carreaux de piété filiale, les carreaux de grue, les carreaux qui ont une symbolique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément au courant de tout ce que ça représente aussi en post-production. Et par exemple, il y avait un carreau de grue et de piété filiale où je les ai interrogés sur est-ce qu'ils savent la symbolique que ça représente? Et à ça, ils m'ont dit que non, et que pour eux, c'était juste une façon de faire du profit, quoi. Donc, ils sont pas forcément au courant de tout ce que ça véhicule après. Ça, c'était les employés, c'est ça, qui fabriquaient? Ouais. Ouais. Et pour situer un petit peu, elle était comment cette usine à Inge, là, à peu près quelle taille? Il y avait une 30aine d'employés. D'accord. Et après, ce qui était intéressant, c'est que tout était fait plus ou moins à la main. En tout cas, les parties très minutieuses, comme la pose du motif, tout était fait à la main. Après, sinon, en fait, ça dépend des contextes aussi. Il y a une usine où j'ai fait un terrain où tout était industrialisé et c'était que des machines et ils étaient 130 employés, je crois. Mais quand je me suis rendue sur le site, il n'y avait pas beaucoup d'humains, en tout cas en production. Après, C'était très mécanisé, du coup, ouais, tout ça. donc ça dépend vraiment des contextes. L'usine qui produit les carreaux plus de piété filiale à Inge, celle dans laquelle je me suis rendue, en tout cas, eux, il n'y avait pas beaucoup d'employés et ils avaient une seule grosse machine, le four, et après, sinon, ils faisaient tout à la main. Donc ça dépend un peu des contextes. Mmh. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'usines de production de carreaux de céramique à Taïwan? Tu disais Plus l'Asie, trop. c'est un centre de production important? Oui, mais parce que maintenant tout est délocalisé en Chine. À Taïwan, justement, quand je me suis rendue à Inge, ils me disaient que 2 à 3 usines ferment par an. Donc il y en a de moins en moins. Mmh. Et ces usines à Taïwan, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, expliquer depuis quand il y en a, comment ça a commencé à se développer? Eh ben, l'exportation des carreaux majoliques, donc les carreaux décoratifs avec des fleurs, ils étaient d'abord produits au Japon. Et ensuite, les usines ont été amenées à se délocaliser à Taïwan et ensuite à Inge.
Et donc ça s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec le Oui, c'est ça. retrait du Japon de Taïwan. Oui. Ok. Et aussi parce que les Taïwanais n'étaient pas forcément contents de la production des carreaux au Japon. C'est-à-dire que les Japonais, eux, ne peuvent pas mettre de carreaux céramiques sur leurs architectures parce qu'elles sont en bois. Donc ils ont exporté les carreaux céramiques à Taïwan, mais qui n'étaient pas forcément faits pour le type de mythe ou le type de symbolique à Taïwan. Oui, c'est vrai, ce ne sont pas non plus les mêmes motifs, les mêmes histoires, les mêmes références culturelles. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur les motifs, en tant que designer, comment est-ce que tu approches les motifs des carreaux à Taïwan ? Bah du coup, moi déjà, j'ai eu une supervision par Oliver Streiter, qui est anthropologue. Donc ça m'intéressait aussi de sortir un peu de mon rôle de designer et de me confronter à ce qu'il y avait sur le terrain. Et après, en tant que designer, les terrains m'ont influencé sur plusieurs points. Déjà sur la production, parce que c'est assez différent. Et après, en termes graphiques, je suis en train de faire des cartographies pour illustrer un peu ce que j'ai ressenti sur le terrain, autre que la photographie. Donc je vais faire des cartographies illustrées. Justement, on comprend la circulation dont je parlais tout à l'heure, des carreaux entre une maison, une vieille maison, un temple, une tombe, pour montrer que justement le rôle n'est pas forcément cloisonné à une typologie d'architecture. Donc j'essaye de passer par le dessin parce que c'est un médium qui me plaît aussi et qui me permet d'être complémentaire à la photographie. Donc si tu veux bien, on mettra quelques illustrations oui, sur je le site t'enverrai, aussi. Super. Et du coup, en plus des carreaux de céramique, tu t'es aussi intéressée aux temples et à la fabrication des temples. Oui. Et donc ça, on en reparlera dans le prochain épisode. Merci beaucoup Inès Mainfray pour ces partages et à bientôt.